Lorsque vous avez un business à étiquette, vous avez des personnes qui vont normalement vous découvrir. C'est ce que j'appelle des eyeballs. Personne doit vous voir avant de travailler avec vous, c'est normal. Donc, lorsqu'elles vous ont vu, ensuite maintenant, elles peuvent entrer dans votre pipeline. Et lorsqu'elles entrent dans votre pipeline, il y a différentes étapes à parcourir. Je parle des personnes qui entrent dans le pipeline. Il y a différentes étapes à parcourir dans lesquelles on avance pour ensuite prendre un appel avec vous. Donc, c'est des leads. Lorsque les personnes entrent dans votre pipeline, elles deviennent ces personnes des leads. Et vous avez de ce fait 3 types de leads, ou bien plutôt 4 types de leads. Le lead froid, le lead tiède, le lead chaud et le lead qualifié. Et donc, qu'est-ce qu'un lead froid ? C'est une personne, dont d'abord c'est votre avatar client idéal. Lorsque vous avez normalement construit votre programme d'accompagnement, construit votre produit à étiquette, vous savez exactement qui est la personne que vous pouvez aider. Voilà. Alors, une personne que vous pouvez aider, c'est une personne qui a un certain comportement en termes d'humain. C'est pas forcément une personne qui a... c'est-à-dire, lorsqu'on pense comme un banquier, une personne qui a tel dans son compte, qui fait tout ça dans sa vie, qui a telle habitude de consommation, c'est plus profond que ça. Quelles sont ses prédispositions psychologiques et épigénétiques. D'accord ? C'est ça qui compte. C'est cette personne. Normalement, vous savez qui est cette personne et vous essayez de contacter ces personnes. Parce que si par exemple, moi j'ai un business actuellement à l'étiquette, je fais de la publicité sur mon compte YouTube ou mon compte Facebook, si je suis con, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais taper agence, marketing, entrepreneuriat. Bien évidemment. Mais si je suis un peu plus malin que ça, je peux aussi taper les car enthusiasts. Évidemment, il y a des personnes qui ont de l'argent et qui aiment bien les voitures et qui veulent acheter des voitures. Voilà. Donc tu vas mettre peut-être business, média, entrepreneuriat, mais tu peux aussi mettre voiture dans tes centres d'intérêt. Ce que nous on cherche derrière, c'est l'humain. Voilà, c'est quelles sont les prédispositions psychologiques de l'humain qu'on va essayer d'aider. Dans ta niche, normalement, si tu connais parfaitement l'humain que tu vas aider, normalement, tu es capable de faire une moyenne pondérée. La formule mathématique, je te la donne, c'est moyenne pondérée, facteur de ln des croyances, du modèle de croyance de la personne, moins ln de la différence de variabilité entre l'état et l'observation. Donc le gradient et le flux, la variance. Donc, c'est-à-dire que tu as un écosystème, c'est des mathématiques, c'est de la physique, c'est des maths. Tu as un écosystème, tu as un système ouvert ou fermé, isolé. Isolé, aucun échange de la matière et de l'énergie. Fermé, ça c'est isolé. Fermé, il échange de l'énergie, pas de matière. Ouvert, il échange de la matière et de l'énergie. Les humains sont des systèmes ouverts. D'accord ? Dans ce système, il y a ce qu'on appelle un opérateur qui va traiter l'énergie. D'accord ? On va l'appeler K. C'est l'instant, c'est le taux de variation, ou bien c'est le catalyseur, ou bien c'est l'opérateur à traiter l'énergie du système. En quantique, il parle de l'opérateur hamiltonien, ou bien tu peux l'appeler l'intensité du processus. Quel est le processus ? C'est X qui devient X qui part une fonction f de X, qui est une matrice, il devient quelque chose de nouveau. On est d'accord. Dedans, tu as un système, et dans le système, tu as des gradients qui sont des contraintes. Dans les gradients, tu as du flux, de la variance, où des probabilités vont se faire pour arriver au résultat. Je te donne un exemple stupide. Le cerveau humain, quand on parle de différence de variabilité entre état et observation, c'est quoi ? C'est nous les humains, lorsqu'on entend gradient, c'est-à-dire que dans tous nos modèles de croyance, lorsqu'on n'entend pas, on pense forcément au danger. Et maintenant, ensuite, en fonction du danger, il y a comment on va traiter l'information qu'on a reçue en fonction des différentes, en fonction de différents points de référence à l'instant T. Qu'est-ce que je fais, où est-ce que je me situe, quelle est l'ambiance globale, etc., etc. Donc à partir de là, quand j'entends pas, il y a des chances que je me dise peut-être que c'est une bombe, peut-être que c'est pas une bombe, et ensuite de cela, il y a des chances que je me dise que je vais paniquer ou bien je vais pas paniquer. Et en fonction de mon modèle de croyance, eh bien, mon cerveau, mes modèles de croyance ont une manière de réagir par rapport à la panique. Il y a des personnes qui réagissent de manière calme, il y a des personnes qui ne réagissent pas. Il y a des personnes qui réagissent de manière très calme, de manière très pragmatique, de manière très froide. Il y a des personnes qui sont ahuries. Et du coup, cette formule te donne ce qu'on appelle le coût informel. Et c'est en fonction du coût informel que toi, derrière, ensuite, tu es capable de savoir quelles peuvent être les différentes actions de l'humain. C'est ce coût informel qui est important à connaître dans notre avatar client. Donc, moyenne pondérée de ln, c'est pour quantifier le modèle des croyances de l'humain qu'on essaie de comprendre, moins ln de sa différence de variabilité entre l'état et l'observation. L'état, c'est le gradient, avec les contraintes. L'observation, c'est le flux à l'intérieur du gradient qui traite l'énergie du système. L'opérateur énergétique. Donc ça, c'est la chose la plus importante.
comprendre quelles sont les prédispositions psychologiques de votre humain, quels sont ses modèles des croyances, d'accord, et quelles sont ces différences de variabilité entre son état et ses observations, et entre ces différents états, et quel est le flux, comment il traite ces différents états dans le système qui a ses contraintes, dans son système qui a des gradients. Voilà, c'est le mec à 30 000 euros, c'est le gradient, et dedans, comment est-ce qu'il le traite dans le quotidien, c'est 30 000 euros. Est-ce qu'il investit, est-ce qu'il n'investit pas, est-ce qu'il gaspille pas, est-ce qu'il le dépense dans des programmes, pas dans des programmes, de l'investissement, etc. J'en passe. Ensuite, dans le call, donc vous devez connaître votre avatar client. Ensuite, il a un objectif précis, il connaît ses KPIs. Lorsqu'on fait du étiquette et qu'on est sérieux, normalement, les personnes qu'on contacte, on cherche à contacter des personnes qui connaissent déjà leurs objectifs. Elles savent ce qu'elles veulent et elles maîtrisent leur KPI. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un produit en MRR, c'est-à-dire un produit où vous essayez sans arrêt de trouver sans arrêt de nouveaux clients et vous essayez sans arrêt de savoir exactement comment est-ce que je peux faire pour que la personne reste un maximum dans mon programme d'accompagnement. Souvent ici, le problème n'est pas vous qui essayez de faire du Netflix, c'est-à-dire pour 10 euros donner 80 ans de produits qui a produit l'humanité. Et là, à l'occurrence, ça va être les films ou les séries, pour ce qui est de Netflix, ou bien Spotify, pour ce qui est de la musique. Au lieu de vous prendre la tête à faire cela, vous devrez plutôt vous dire, peut-être que les personnes qui rejoignent mon programme d'accompagnement, les personnes qui rejoignent mon produit, MRR, sont des personnes en réalité qui ne sont pas idéalement mon avatar client, en fait. Vous savez, peut-être que je me concentre sur des personnes qui elles ont toujours besoin de cette dopamine, alors qu'il existe de l'autre côté des personnes qui, naturellement, parce qu'elles ont un meilleur profil, n'ont pas besoin sans arrêt que j'apporte de nouveaux produits pour qu'elles restent longtemps. Là ici en étiquette, c'est très important d'avoir connaissance de cela. En étiquette, vous aurez de meilleurs résultats si vous avez en face de vous le deuxième type de personnes que je viens de vous décrire pour un business de type Netflix, un business de type MRR. Un business de type MRR doit plutôt se focus sur la personne de qualité qui n'a pas besoin sans arrêt de dopamine pour rester dans le produit MRR. Eh bien, en étiquette, cette personne-là, c'est une personne qui connaît ses objectifs et qui connaît ses KPIs. Donc, une personne qui sait déjà que ce type de vidéo que je suis en train de faire est importante. Donc des vidéos où on connaît ses KPIs. Donc il connaît son problème. Donc je sais que j'ai un business, je sais que mon problème est à ce niveau-là. Et ensuite, une personne dont le problème est extrêmement important à résoudre maintenant. Donc tous les 4 critères que vous voyez là, ce sont des critères qui, déjà de base, nous permettent, si validés, nous permettent de dire que ok, cette personne était un eyeballs, il est dans mon panel de lead froid et il a maintenant validé ces 4 critères pour passer à lead chaud. Donc ensuite, lead chaud, qu'est-ce qui se passe? Il est chaud lorsqu'il a un intérêt pour notre solution. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il a pris connaissance de notre écosystème, il a pris connaissance de notre programme d'accompagnement, il a pris connaissance de ce qu'on a produit, nos vidéos, etc., ce qu'on a proposé, d'accord? Il a un intérêt pour notre solution. Il a pris connaissance, il a potentiellement un intérêt pour notre solution. Et cette solution qu'on essaie d'expliquer dans nos vidéos YouTube, ou bien dans notre écosystème, il est capable d'implémenter cette stratégie-là qu'on propose. S'il est incapable de l'implémenter pour quelconque raison, donc c'est-à-dire des problèmes psychologiques, ou bien un problème d'associé, ou bien parce qu'il n'a pas d'argent, ou bien je ne sais quelle autre raison, red flag. Donc il ne peut pas passer à l'étape suivante. Ensuite, il est chaud lorsqu'il a du budget et lorsqu'il est décisionnaire. C'est important. Décisionnaire. Ne tombez pas en closing. Ça, c'est des erreurs que moi j'ai faites. Ça peut encore arriver que j'en fasse des fois. Mais évitez cela. Ça, c'est quelque chose. Je sais que c'est important à verrouiller. Je l'ai su dans le photovoltaïque parce qu'on a eu des problèmes à ce niveau-là. On tombe sur des fils à papa qui géraient le photovoltaïque. On parle avec eux, ils sont d'accord, let's go, on y va. Après, ils me disaient, il faut que je demande au propriétaire encore de la boîte qui est mon père. Qu'est-ce que je me raconte? Donc, si on a fait des erreurs à ce niveau-là, il faut quelqu'un de décisionnaire et qui a du budget. Lorsque toutes ces étapes sont validées, à ce niveau-là, on est sur quelqu'un de qualifié. Et là, maintenant, le setter, il a la permission de proposer un appel de closing avec le closer de l'équipe.
mais il faut valider toutes ces étapes. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est de la théorie. Maintenant, qu'en est-il de la pratique? Parce que c'est très facile à dire, ce que je viens de vous dire. Maintenant, il faut mettre de la pratique. Alors, petit disclaimer, si vous rejoignez mon programme d'accompagnement, sachez que tout ça, je vous le mets en place en une journée. Parce que moi, j'ai l'écosystème déjà tout installé. Donc, en fait, je le duplique en 3 secondes. Donc, ensuite, qu'est-ce que moi j'ai fait de ce fait? Donc, déjà, de 1, j'ai créé toutes les automatisations pour mettre cela en place. Mais j'ai créé ensuite tous les mécanismes, du coup, du parcours du client high ticket. Et j'ai fait cela, du coup, par une approche socratique. Donc, je me dis, ok, donc l'avatar client, il a à faire ceci, qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelles sont les bonnes questions que je dois me poser? Et en fonction des questions que je dois me poser, quelles sont ensuite les actions que je dois mettre en place? Alors, avant Claude Code et Codex, j'avais fait du coup un Google Sheet ultra automatisé que vous voyez là, où du coup, je vais expliquer cela à mes clients. Et je disais à mes clients, tu peux avoir 1 milliard de leads, hein, mais si elles n'ont pas validé toutes ces étapes, tu perds ton temps. Et attention, parce que moi-même, au début, quand je créais cela, je me disais, bon, peut-être que je suis excusez-moi, un peu strict vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai d'abord construit cela pour moi. Je me suis dit peut-être que j'étais un peu strict, ou bien peut-être que j'étais trop dans l'analyse, dans trop de process à ce niveau-là, lorsqu'il s'agissait de mieux traiter les leads en photovoltaïque. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, peut-être qu'en réalité, je me prends trop la tête, il faut juste plus de volume, on filtre vite fait, on qualifie vite fait avec les setters et ça va. Mais, donc au début, je me suis dit, pas la peine de créer ça ne sert pas à grand chose. Mais au fur et à mesure qu'on traitait beaucoup de leads, je vous ai montré comment on appelle cela, mes trackers, on a traité peut-être 1000 appels en photovoltaïque. 1000 appels, facile. Et bon, je me suis rendu compte que mes setters se fatiguaient plus vite. En fait, le simple fait, mes setters et mes closers, le simple fait d'avoir quelqu'un au bout du fil qui n'était pas vraiment qualifié, 1, ça décourageait le setter. Et 2, le closer, parce qu'en plus on avait des closers qui faisaient d'autres choses en même temps. Ils avaient d'autres business, d'autres offres, ou bien ils avaient des choses en parallèle. Eux aussi, c'était pas fâché contre moi, mais me disaient, bon, c'est un peu relou, on perd du temps, quoi. Donc, ce simple sentiment avait la capacité de casser la dynamique à traiter le maximum de leads dans notre écosystème. Donc après, je me suis dit, écoute, Thierry, installe cet écosystème. Mieux vaut, même si on a 700 leads à la semaine, mieux vaut installer cet écosystème pour au final avoir 15 personnes qu'on prend en appel et que ces 15 personnes qu'on prend en appel soient vraiment de bonne qualité. Et quand j'ai mis en place cela, la dynamique n'était plus cassée. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que la simple pensée de prendre quelqu'un en appel est déjà un effort psychologique et un effort sur mettre tous ces traumas de côté pour prendre la personne en appel. C'est comme la vidéo que je suis en train de vous faire avant de faire la vidéo. Quand tu appuies sur le bouton on de la caméra, tu dois mettre tout de côté, toutes tes pensées de côté sur le fait de est-ce que je vais bien record, est-ce que je vais pas trop développer, est-ce que je vais droit au but, etc. Et sur le fait que il faut à tout prix être parfait. Tu dois mettre tout cela de côté, sinon tu ne vas jamais appuyer sur le bouton on. C'est ne pas se poser de questions, appuyer sur on et puis essayer de performer. C'est pareil avec le setting. Lorsque tu fais du setting, du closing, lorsque tu prends quelqu'un en appel, de manière générale d'un point de vue professionnel, tu vas te poser un tas de questions. Et le simple fait de se poser un tas de questions crée beaucoup de triggers psychologiques, le cortex préfrontal, l'amygdale, etc. Et ça joue beaucoup dans le mental de le psyché de la personne. Et donc, le simple fait juste d'avoir 10 personnes qui n'étaient pas qualifiées pourrait tout simplement décourager la personne pour qu'elle se dise « Vas-y, mais j'arrête pour aujourd'hui ». Alors qu'elle a encore toute son énergie, mais que, en fait, son cerveau derrière a trouvé là où est-ce qu'on pouvait appuyer pour décourager la personne de davantage dépenser l'énergie à traiter l'information du cerveau. Donc, j'ai analysé cela, je me suis dit, mieux vaut installer cet écosystème. Et mieux vaut avoir très peu d'appels, mais au moins des appels de qualité. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'ai
j'ai mis en place des questions socratiques pour chaque étape du système. Donc là, vous voyez, par exemple, lead froid, lead tiède, lead chaud, lead qualifié. Et donc, la question à se poser, la réponse, le score, le but, la KPI à maîtriser et l'action à mettre en place. Un exemple. Voilà l'approche socratique dont je vous ai parlé. Ai-je clairement identifié sur GoHighLevel via un tag ou un pipeline la source d'acquisition du lead, ad YouTube, ad Facebook, Outreach LinkedIn, Short TikTok, recommandations organiques YouTube et taguer cette source dans GoHighLevel afin de connaître l'origine précise de ce lead avec ces informations. Je vous expliquais tout à l'heure, lorsqu'une personne a mis ces informations d'elle-même, il faut l'appeler, il faut en tout cas s'entretenir avec la personne parce que des fois des tags nous permettent de savoir exactement ce qu'il en est de cette personne et des tags peuvent d'ailleurs ensuite nous permettre d'envoyer la bonne automatisation à la personne pour qu'elle consomme les bonnes vidéos. Donc là, en fonction de la réponse, si je mets oui, j'ai 1. Si je mets non, j'ai 0. But, comprendre exactement d'où provient chaque lead froid. Alors, comprendre exactement d'où provient chaque lead froid permet d'adapter le message, d'optimiser les canaux efficaces et de mieux calibrer vos futurs investissements en publicité ou en prospection. C'est la base pour une approche hautement personnalisée qui augmente le taux de conversion à chaque étape suivante du funnel. KPI à maîtriser dans votre écosystème. Pour cette question, pourcentage de leads correctement tagués par source, il doit être de 100%. Toutes les personnes qui entrent dans votre écosystème doivent être taguées. Pas 90, pas 80, 100%. Sinon, vous naviguez à l'aveugle et vous ne pouvez pas optimiser efficacement vos leads. Action concrète, mettez immédiatement en place un workflow GHL qui ajoute automatiquement un tag source à chaque nouveau lead. Il y a des paramètres UTM, lien traqué, identification du canal d'entrée. Moi, je l'ai fait par rapport à Zapier et Make. Formez vos équipes OVA à toujours appliquer ces tags. Voilà. Donc là, ça peut paraître rustique, mais je vous garantis que faire cela permet à vos setters et closers de n'être qu'au bout du fil avec des personnes vraiment qualifiées. Et donc là, par exemple, pour les leads froids, j'ai fait un système à 29 questions. C'est la plus belle chose que j'ai pu faire en setting. Ça m'a pris littéralement 3 semaines. Ouais, 3 semaines tout mis de côté, 3 semaines. Et ensuite, à la fin, j'ai oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, j'ai un score. Et ici, je pense qu'il faut être... Alors, attends, ici, voilà, pardon, parce que j'ai bloqué là. Il faut avoir plus de 15 sur 29 pour que la personne passe maintenant à l'étape de lead tiède. Je vais vous montrer ensuite sur le SSC comment est-ce que je fais cela. Et donc voilà, donc là, les questions, elles sont là. Ai-je intégré dans le workflow d'entrée un champ ou un tag psychographique? Ai-je configuré un tracking de base? Mon premier contenu hook issu de la stratégie de mass content de la création de contenu, par exemple une vidéo TikTok, etc., est-il calibré pour que le prospect comprenne instantanément la promesse clé? Mon premier contenu issu de la mass content stratégie de ma création de contenu est-il calibré pour que le prospect comprenne instantanément la promesse clé? Alors ici, je crois que j'ai fait une répétition. Il y a une petite erreur ici dans la question. Au revoir. Dans GHL, ai-je défini un trigger d'automatisation qui, dès l'opt-in du lead froid, envoie un premier email personnalisé et un DM Instagram? Ai-je paramétré un workflow GHL qui, dès l'opt-in, envoie un message pour instaurer un semblant d'échange humain et poser une question ouverte dans le premier email? Ai-je prévu dans la séquence d'onboarding un email très court présentant une success story de 30 secondes liée exactement au problème initial? Ai-je prévu dans la séquence d'automatisation un message décrivant une success story très brève directement liée au problème initial du lead afin de tester s'il clique pour en savoir plus? Par exemple, un lien vers une page GHL avec un case study vidéo de 2 minutes. Ai-je inséré dans mon deuxième email ou dans le DM de follow-up un CTA clair vers un contenu plus long, donc une VSL ou bien une vidéo pour travailler la personne? Et j'ai intégré dans l'email de jour 2 un lien vers une case study ultra court.
Parce que voilà, en fait, au début, tu envoies quelque chose de long, ensuite, tu réduis la taille des vidéos que tu envoies pour ne pas fatiguer la personne. Ai-je mis en place un A/B testing sur l'email de bienvenue? Sur Google Sheet, est-ce que je traque? Ai-je proposé dans une séquence d'email un accès gratuit à un groupe Discord ou une mini-communauté en mode low commitment? Ai-je inclus un mini-quiz dans un email? Ai-je proposé un petit produit low ticket au cas où? Ai-je mis en place un CTA clair après quelques jours incitant le lead à un micro-engagement supplémentaire? Ai-je paramétré un workflow GHL qui, après 48 heures sans interaction sur l'email, envoie un DM personnalisé? Ai-je proposé un challenge express 24 heures gratuit? Exemple, en 24 heures, améliore ta bio LinkedIn pour attirer 5 leads supplémentaires par semaine, avec une simple page GHL et un rappel par email pour voir si le lead s'implique concrètement. Toujours, ça c'est pour permettre d'aller filtrer cette étape du lead. Tiède, intérêt pour ta solution, etc. Ça me permet d'arriver ici. Parce que si je sais déjà qu'il est capable de faire cette petite action, eh bien naturellement, il passe cette étape de lead froid pour aller dans la table de lead tiède. Ensuite, ai-je intégré dans l'email numéro 3 un lien vers une page GHL? Ai-je mis en place un retargeting ad Facebook spécifique au lead froid identifié au lead froid identifié, leur montrant des publicités différentes. Donc ça peut être des case studies, du témoignage, une micro-vaisselle, une courte vidéo, avec un résultat concret. Ai-je envoyé un email avec un lien vers un surveil GHL ultra court? Ai-je mis en place un reporting hebdomadaire? Ai-je testé une preuve sociale originale? Ai-je invité le lead en lui envoyant un email ou en créant du contenu sur YouTube? Ai-je envoyé un email mentionnant une objection commune? Tu penses peut-être que ça prend trop de temps? Immédiatement suivi d'un mini case study texte. Ai-je configuré un trigger dans un GHL qui, dès qu'un lead froid affiche plusieurs signaux positifs, envoie automatiquement un email personnalisé? Ai-je testé différentes formes de preuves? Texte, vidéo, témoignage, screenshot des résultats, mini-interview, pour voir laquelle motive le mieux le lead froid. Ça, ce sont des questions, pas pour le client, mais pour l'écosystème. Parce que dans le SCC, ensuite, les questions que je vais me poser, on va les poser pour chaque client qui est dans l'écosystème. Mais ça, en fait, les questions que je pose pour le parcours du client ticket, c'est les mécanismes à implémenter dans son écosystème. Donc là, il y en a 29. On va dire qu'il faut implémenter les 29, mais il faut en implémenter au maximum. Moi, j'ai entre 20 ou 29. Je pense que j'en ai 25. Et de ce fait, ensuite, lorsque j'ai plus de 15 oui à ces questions, pour ce qui est de ces questions-là, je sais que mon écosystème a les capacités à bien traiter les eyeballs et les leads froids. Ensuite, les leads tièdes. Donc là, pareil, il y a encore des questions pour voir si mon écosystème traite parfaitement les leads tièdes. Et après, il traite parfaitement les leads chauds, il traite parfaitement les leads qualifiés. Et après, il y a les 15 questions fondamentales qui sont obligatoires à avoir dans son écosystème pour voir si l'écosystème traite parfaitement les leads froids, les leads tièdes, les leads chauds, les leads qualifiés. Donc là, le lead tiède, je vais vous le lire très rapidement parce que comme ça, vous entendez, ça peut vous donner des idées pour savoir exactement si vous devez parfaire votre écosystème. Alors, ça, c'est les leads tièdes. Ai-je, lors du 3e jour du challenge, donc ça, c'est lorsqu'on fait des challenges. Moi, j'en fais pas, mais pour des clients qui ont fait des challenges pour leurs clients, plutôt. Ai-je, lors du 3e challenge intensif de 5 jours dédié au lead tiède, j'ai inscrit via GHL, paramétré dans un GHL un trigger qui, si le lead a regardé plus de 50% de la vidéo du jour 2, YouTube non répertorié, envoie exactement 2 heures après la fin du live du 3e jour un DM Instagram personnalisé via le setter. Comment trouves-tu jusqu'ici le challenge? As-tu déjà commencé à appliquer la technique XDR directement? Ai-je suivi les leads participants activement? Réponse au DM, présence sur Zoom, etc. Ça, c'est des questions liées au challenge. Ai-je entre le jour 3 et le jour 5 après l'opt-in, mis en place un quiz interactif dans un email où les leads tièdes répondent à 5 questions précises telles que quel est votre objectif principal, quelle a été votre plus grande frustration pour les solutions essayées jusqu'à présent, combien de temps pourriez-vous allouer à résoudre ce problème chaque semaine, quelles seraient vos attentes en termes de résultats concrets dans les 30 jours, seriez-vous intéressé par une solution clé en main pour résoudre ce problème? Ai-je, dans le cadre d'un challenge intensif, mis en place un processus comprenant un DM envoyé par un setter actif à tous les participants pour vérifier leur progrès. Que penses-tu des résultats obtenus jusqu'ici? Identifier les leads les plus engagés.
Une vidéo personnalisée envoyée dans le challenge expliquant le résultat possible si le processus est appliqué à 100%. Jour 5, un Zoom live où les participants posent leurs questions en direct et reçoivent un CTA immédiatement pour réserver un appel stratégique. Ai-je configuré dans le GHL une séquence de nurturing tiède de 7 jours post-consommation d'une VSL intermédiaire? Ai-je publié sur YouTube une vidéo tutoriel de 12 minutes d'état une micro-stratégie d'implémentation? Ai-je intégré sur une période de 7 jours un nurturing multiplateforme incluant un email journalier, une vidéo YouTube et j'en passe? Ai-je dans la deuxième semaine après que le lead tiède ait consommé un mini training gratuit, envoyé précisément le jour 10 à 14h un email focalisé sur une objection mentionnée dans le PDF? Plus une vidéo YouTube non répertoriée de 4 minutes montrant un client dans une niche similaire ayant obtenu des résultats. Ai-je structuré une stratégie multicanal? Ai-je structuré une approche claire pour identifier les leads tièdes en fonction de leur participation dans un programme d'affiliation? Ai-je tagué les leads montrant une activité soutenue? Ai-je segmenté les membres actifs pour leur envoyer un contenu plus avancé? Est-ce que certains leads m'écrivent spontanément en DM? Ai-je suivi les leads participants activement? Réponse au DM, présence sur Zoom, interaction dans les commentaires pour identifier les signaux tièdes comme présence aux 3 premières sessions, réponse à une tâche journalière, participation à un sondage au QCM final. Ai-je pour les leads tièdes ayant ouvert plus de 2 mails de nurturing, visionné au moins 50% d'une VSL intermédiaire, organisé un mini workshop payant en live Zoom d'une durée de 60 minutes comprenant les exercices pratiques à faire en direct. Je répète, il n'a pas besoin de tout faire, mais c'est des petites idées que je propose dans un écosystème pour traiter parfaitement les leads tièdes. Ai-je segmenté les leads ayant acheté le workshop pour leur proposer une étude de cas personnalisée? Ai-je intégré dans ma séquence de nurturing retargeting une interaction spécifique dédiée à recueillir le feedback des leads sur leurs objections majeures? Ai-je testé une objection clé via un mini webinaire interactif où les leads posent directement leurs questions en live et mesurer leur engagement post-session? Et j'identifié les leads affiliés qui génèrent le plus de conversions et je configure un tableau de suivi GHL pour évaluer combien de leads affiliés deviennent tièdes. Est-ce que certains leads m'écrivent spontanément en DM? Ai-je mis en place un SOP interne qui, lorsque le lead tiède a atteint 3 niveaux positifs, c'est-à-dire participation au challenge, cliquer sur des posts LinkedIn, visionner des VSL ou des mini-webinaires, génère automatiquement une tâche dans le GHL pour le setter afin d'aller contacter le lead en DM? Ai-je pour chaque étape critique du nurturing défini des responsabilités claires pour l'équipe? Donc suivi actif des leads engagés avec des DM personnalisés, etc. Ai-je identifié les leads qui ont visionné au moins 50% d'un contenu avancé? Ça me fait 24 questions et à partir des 24 questions, il te faut minimum, pareil ici, parce que c'est toujours bloqué, c'est moi qui bloque ici, mais en tout cas il faut minimum 15 réponses. Si c'est bon, alors là, j'écris les leads tièdes ne sont pas encore assez engagés pour être considérés comme chauds. Là, ça en fera 15 recommandations. Continuez à renforcer leur engagement avec des campagnes éducatives, des relances stratégiques et des preuves sociales spécifiques à leur objectif. Analyse de score actuel démontre que ces leads nécessitent davantage de nurturing pour développer leur confiance et leur intérêt. Alors en fait, ici, je l'ai mal écrit, mais c'est plutôt t'as plus de 15, ça veut dire que ton écosystème traite parfaitement les leads tièdes. Et après, pareil pour les leads chauds, les leads qualifiés, la checklist. Ça, si tu les veux, tu me contactes. Pour ne pas éterniser la vidéo, je vais te montrer directement ce que moi j'ai fait dans le SCC. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans le SCC? Il se passe ceci. Parcours du client étiquette. Pour que des personnes se retrouvent ici, là tu vois, il y a lead froid 58, lead tiède 55, lead chaud 21, lead qualifié 20, checklist 19, closing 2. Pour que des personnes se retrouvent ici, il suffit juste que soit elles ont vu une vidéo YouTube et mettent leurs informations, boum, automatisation mec, tag, elles arrivent dans le SCC, direct, ou bien DM envoyé, elles nous envoient un DM, boum, on met étiquette lead, elles se retrouvent ici, automatiquement. Alors, c'est nous qui mettons le lead, hein, c'est nous qui mettons étiquette lead, on ne met pas directement dès qu'une personne nous dit bonjour. Le setter la met, l'étiquette, lorsqu'il voit que il a posé des questions, il voit qu'il y a un intérêt, il lance dans le pipeline. Automatiquement, on crée ici. Automatiquement, là, tu vois, il y a peut-être nom, là, directement. Omar, YouTube, progression, lead 3, score lead 3. Automatiquement. Je clique ici. Malika, exactement. Luna, Lucas, boum, directement. Toutes ces personnes-là sont dans les leads froids.
Et ensuite, derrière, je peux classer. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai lead froid, lead tiède, lead chaud en fonction d'Instagram, YouTube, LinkedIn. Si je mets par exemple Instagram, lead froid, boum, là, ça me réduit la case. Il y a 3 personnes. Si je mets par exemple lead tiède, Instagram, il y a 3 personnes dans les lead tièdes. Là, j'annule, boum, là, toutes les personnes reviennent. Directement, elles sont dans mon pipeline. Donc ça, le parcours des clients étiquettes, je répète, ça nous permet d'éviter d'avoir des personnes pas intéressées. Ensuite, maintenant, les questions que j'ai posées là dans le parcours du client à étiquette, ici, eh bien, vous allez les revoir pour chaque client, mais de manière intelligente. Par exemple, Thibaut, il y a 28 questions. Parce que là, vous voyez que lead froid, là. Il y a lead froid, 28 questions, lead tiède, 23 questions, lead chaud, 14 questions, lead qualifié, 11 questions, checklist, 12 questions. Parce que je vous ai dit qu'ici, dans mon parcours du client à étiquette, ici, il y a 28 questions, 28, là, combien, là 28, parce qu'il y a ici cette barre. Lead tiède, il y a des questions, lead chaud, il y a des questions, lead qualifié, des questions, après, il y a la checklist finale. Donc, à ce niveau-là, ensuite, naturellement, pour Thibaut, j'ai un avancement de Thibaut pour voir si il passe l'étape et s'il passe directement à l'étape, progression lead froid, si il arrive au minimum, là il a 61%, s'il arrive à dépasser les 15, automatiquement, il est déplacé de lead froid à lead tiède, automatiquement. Et donc nous, on ne parle qu'avec les personnes qui sont dans closing. Closing, ça ne veut pas dire qu'elles sont closées, ça veut dire qu'elles peuvent prendre un appel de closing avec nous. Putain, je suis un génie. Non mais ce système. Et si vous travaillez avec moi, je répète, ne pas vous casser la tête à créer tout ça. C'est travailler avec moi directement. Bam. Ton écosystème est créé directement. Ton écosystème est créé. Tu arrives ici. Là, il y a ton nom. Excusez-moi. Là, il y a ton nom. Tu as ton SCC Command Center. Tu connectes ton Instagram ou tes Instagram, tes LinkedIn, ton LinkedIn si LinkedIn. Directement dans l'onboarding, je répète, ça c'est voilà mon écosystème d'onboarding, il est là. Avec mon écosystème d'onboarding, je te pose quelques questions et après automatiquement on va te créer on va te créer Google Sheet, le CRM, les automatisations, mec. Et bam, après toi, t'as tout ça mis à ta disposition. Boum, tu mets des étiquettes lead, la personne a réservé un appel, GHL, bam bam bam, son nom apparaît ici. Et toi, tu ne prends un appel que les personnes qui sont là. La seule chose qui t'est demandé si tu as un setter, c'est que ton setter il vient répondre à ces questions, ou bien toi tu viens et tu réponds aux questions. Donc par exemple, là Thibaut il avance dans le programme, lead froid elle est à 17 sur 28. Donc ici question 1, elle est là. Ai-je clairement identifié sur Goliva via un tag, rien. Et là je vois si Thibaut a mon tag, et s'il a mon tag, s'il a le tag, et que je vois en fonction du tag, il a bien été tagué lead froid et qu'il a vu une automatisation. On a essayé de comprendre exactement d'où vient Thibaut, les KPI à regarder et l'action en question. Directement, je sais si je mets oui ou non. Donc ici, en fait, c'est une simple question ici où il faut voir si Thibaut est bien tagué et que dans les tags, il y a le tag lead froid. Et on sait exactement d'où il vient. Est-ce qu'il vient d'Instagram? Est-ce qu'il vient de LinkedIn? Est-ce qu'il vient de WhatsApp? Ça, c'est une question simple. Deuxième question, c'est pareil. La même question. Troisième question, quatrième question, et en fait, toi, tu réponds aux questions, naturellement. Oui, et après, normalement, ça augmente. Lorsqu'il dépasse, normalement, les boum, alors, attends. Parce que ça, bien évidemment, que là, c'est pas les informations, c'est pas les vraies informations. Ce que je répète, si tu mets les vraies informations, la vidéo est bloquée. Et normalement, ici, boum, directement, Thibaut est passé, il passe en lead, attends, il est là, 14. On va faire ça, il va passer en lead tiède directement. Voilà, boum, il est en lead tiède directement. Donc là, Thibaut, lead tiède 0,23 directement. Et là, normalement, si je mets Thibaut, c'est quoi? C'est un Instagram, donc je mets lead tiède Instagram, il apparaît là. Et après, pareil, on répond à ces questions, il avance dans les lead chauds. Donc ici, dans celui lead chaud, c'est pareil. On va répondre à des questions, etc. Boum, il avance. Lead chaud, il passe à lead tiède. Pareil, lead chaud répond à des questions, il passe à lead qualifié. Donc, si par exemple je fais lead qualifié qui vient d'Instagram, là on n'a rien. C'est un prototype pour la vidéo, donc c'est pas grave. On va enlever Instagram, on va enlever ça. Et là, c'est des lead chauds qui viennent de qui, par exemple?
Alors, les qualifiés. Alors, il faut que je zoome, excusez-moi. Alors, il y a ce LinkedIn. Là, il y a moins de questions à poser, mais c'est pareil. Hein. Est-ce que j'ai validé que toutes les objections résiduelles ont été identifiées et résolues? Et je passe en revue les 6 objections principales susceptibles de freiner un lead qualifié. Voilà, est-ce que j'ai fait ça avec Kevin? Boum, si oui, il prend ses points. Boum, il avance sur la checklist. Et après la checklist, pareil, on a combien de checklists? On a des personnes. Je prends par exemple Maeva. Ça n'a pas marché. Je vais prendre les Chloé, par exemple. Boum. Question au pif. Me suis-je rassuré que le closer dispose d'une structure claire pour l'appel? Exploration des besoins, objection, démonstration de valeur, appel à l'action. Donc ça veut dire quoi ici? D'une parfaite connaissance des attentes du lead, incluant ses triggers émotionnels, son objectif principal, ses croyances limitantes identifiées. Ai-je prévu une tâche post-appel pour accueillir le feedback du closer et analyser l'impact des étapes précédentes sur la qualité de l'appel? Ça, c'est une petite histoire, une petite story time. Vous expliquer, quand en photovoltaïque on avait les setters et les closers, il y avait des problèmes de communication entre les deux. J'avais créé différentes channels sur le Discord. La communication ne faisait pas très bien. Les setters avaient les informations, mais les informations ils les mettaient dans le GHL, mais les closers n'avaient pas comment dire cela, le réflexe d'aller dans le GHL, parce que je vous dis le GHL est très lourd. Donc j'ai simplifié cela sur le Discord. Et à partir de là, les setters pouvaient taguer les closers. Et les closers, eux d'ailleurs, me posaient des questions de savoir, Thierry, j'ai pas toutes les informations en fonction les informations que je dois avoir de ce fait pour savoir comment bien closer le lead. Moi, j'ai besoin d'avoir le plus d'informations avant de prendre la personne en closing, mais il faut que ces informations soient digest, c'est d'être facile à lire. Donc ensuite, j'ai établi des fiches très simples avec les closers que les setters devaient remplir, où du coup, on a dans ces fiches des phrases avec des informations, comme ça le closer lui directement, il a juste à lire la fiche, et lorsqu'il lit la fiche, il sait exactement quels sont les triggers psychologiques, quels sont ses objectifs. Est-ce qu'il est décisionnaire? Est-ce qu'il a du budget? Les questions que je vous ai montrées à se poser dans le parcours du client à étiquette. Ici, il y a bien évidemment encore plein de questions dans les leads qualifiés. Ici, je vous laisse me contacter en DM si vous voulez souhaiter avoir ces questions. Et donc, à partir de là, voilà, on avait une fiche, on faisait des fiches comme ça, on mettait les informations, c'était pas automatisé parce que le setter devait lui les remplir. Simplement. Voilà, donc du coup, le closer, lui, il avait juste besoin de 2 heures pour préparer son appel. Voilà, et à partir de là, ensuite, il avait tous les tenants et les aboutissants pour, du coup, traiter correctement le lead de la personne. Donc ça, c'est important. Donc quand on pose cette question, ici, la question est générale. Moi, j'explique ça, après mes équipes, c'est une question de manière générale. Mais ici, tu comprends en fait que cette question-là, donc ce réflexe à avoir dans notre écosystème, est-ce que ce réflexe-là est valide, a bien été validé pour ce qui est du cas de Chloé? Oui, on valide. C'est-à-dire, est-ce que pour Chloé, j'ai le trigger psychologique, j'ai son objectif principal, j'ai connaissance de ses attentes, j'ai ses potentielles objections, j'ai pu démontrer la valeur avant, je saurais comment lui démontrer de la valeur, je saurais exactement comment m'adresser à Chloé. Est-ce que à ce niveau-là, je suis bon? Oui, ok, bam. C'est très important. Ici, la KPI, je l'ai écrit, là je sais parce que moi je connais mon truc par cœur, je l'ai écrit ici, c'est minimum 95%. C'était la question 11, je pense. Voilà. 95% ici. Taux de prospect avec une perception positive de 80%. Taux de conversion des prospects ayant une perception supérieure 80%. Taux de feedback positif sur le contenu consommé 85%. Voilà, mais moi, voilà, ça, voilà, rapport complet transmis 95%. Il faut que sur tous les critères que vous prenez en considération lorsque le closer va s'entretenir avec un lead, il faut qu'il ait accès à 95% des critères que vous avez établis avec vos équipes, avec votre setter, votre closer, votre CSM, votre head of sales et vous-même. 95%. Moi, je parle en connaissance de cause. Parce que sinon, vous allez avoir, je vous explique encore. En fait, lorsque vous faites du setting et du closing, lorsque vous traitez des leads, ici, en réalité, le frein de toute la dynamique à traiter des leads, c'est la perception psychologique de vos équipes sur le fait qu'il faut prendre un appel, performer dans l'appel, être éloquent durant l'appel, avoir une bonne élocution durant l'appel, être convaincant durant l'appel, ne pas trop en dire durant l'appel, ne pas trop en faire durant l'appel, être efficace durant l'appel, être malin durant l'appel, poser les bonnes questions durant l'appel, être disruptif d'un point de vue émotionnel durant l'appel. Et déjà, penser à tout cela nous invite à trouver toutes les petites justifications psychologiques pour ne pas
faire cet appel. Il faut l'éviter. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir ici 95% du rapport complet à fournir à votre closer à disposition. Disponible, c'est très important. Sinon, vous allez avoir un closer qui va un peu ruminer, ou bien vous pouvez avoir un closer qui ne va pas bien performer, parce qu'il a toujours dans sa tête cette petite pensée qui se dit de toute façon ça pouvait pas marcher, tu vois. Faut pas qu'il ait cette petite pensée. Donc voilà pourquoi il faut à tout prix 95%. Donc j'ai écrit ici de toute façon, action concrète, validation de la qualité du rapport, vérifier que le rapport inclut triggers émotionnels principaux, objectifs, objections résiduelles et leur statut, résolu ou à adresser, niveau d'engagement et perception du lead envers l'entreprise, s'assurer que les données sont lisibles et facilement exploitables par le closer, transmission proactive, envoyer un résumé clair au closer via CRM ou email avant l'appel, lead très engagé, motivé par la liberté financière, principale objection, timing, a besoin de voir un exemple concret du planning hebdomadaire, renforcement des outils du closer, fournir un script adapté basé sur le profil du lead, exemple, commencer par évoquer son objectif de liberté financière, mettant en avant des témoignages pertinents et adresser l'objection sur le timing avec une solution concrète. Voilà, donc pour chaque question, il y a des actions à mettre en place. La personne, votre setter ou votre closer ou bien vous-même, vous répondez à ces questions quotidiennement lorsque vous avez des personnes qui sont ici. Si c'est validé, boum, directement closing. Si vous avez une personne par exemple qui réserve un appel, c'est-à-dire une personne avec qui vous ne vous êtes jamais entretenu. Elle a réservé un appel normalement un appel lorsqu'il est réservé, c'est normalement le lendemain que l'appel doit être, normalement, lorsqu'une personne réserve un appel, vous devez prendre la personne le lendemain. Si vous pouvez la prendre le même jour, faites-le, mais c'est pas recommandé parce que vous n'avez pas le temps de qualifier la personne. Donc, idéalement, prenez-la le lendemain. En fonction de comment vous prenez la personne, en fonction du fait que vous prenez la personne le lendemain, vous devez ensuite, en fonction des différentes questions à vous poser dans le parcours du client étiquette, vous devez jauger par vous-même si cette personne est une personne que je dois prendre en appel. Si c'est une personne que je dois prendre en appel, si c'est un appel pas pour closer, mais un appel de qualification, c'est pas un problème. Mais si c'est un appel de closing, vous ne pouvez pas être indulgent sur la notation à avoir, sur la notation que vous allez de ce fait faire vis-à-vis du lead dans votre parcours du client à étiquette. Il vaut mieux annuler l'appel si vous n'êtes pas sûr que cette personne est la bonne personne. Si vous constatez que cette personne a regardé vos vidéos, parce que ça existe, il y a des personnes qui peuvent réserver directement les appels sans que vous n'ayez parlé à ces personnes, mais qui ont consommé beaucoup de vos vidéos, qui savent pertinemment qui vous êtes, etc. C'est pour ça que lorsqu'une personne réserve un appel, il est important de directement l'appeler instantanément et d'essayer de parler à cette personne avant de prendre l'appel avec cette personne. Si cette personne n'a pas parlé, si vous n'avez jamais parlé à cette personne, ça c'est un problème que moi j'ai eu, je vous le dis, vous mettez plutôt un setter lors de l'appel et non pas le closer, parce que le closer, je vous le dis, il va râler parce qu'il n'a pas sa fiche, etc., etc. Il va pas bien performer. Le setter à ce niveau-là, lui, il peut râler. C'est pas qu'il va râler le setter, mais il va prendre l'appel, bien évidemment. C'est moins stressant pour un setter parce que le setter, lui, va tout simplement faire une sorte de qualification de l'appel, mais ensuite cette qualification va être importante parce qu'au moins il saura noter la personne dans le parcours du client étiquette pour prendre directement la personne en appel. Il y a très peu de chances dans tous les cas de toute façon qu'une personne vous réussisse à la closer du premier coup sans que vous ayez alors là j'en perds mon français, j'en perds mon latin, sans que vous n'ayez eu à lui parler, voilà, avant l'appel. Autant pour moi. Mais cela peut arriver. Il peut arriver que vous n'ayez jamais parlé à une personne et qu'elle vous dise, vas-y, envoie le lien de paiement, je paye. Vous prenez l'argent, bien évidemment. Un minimum d'intelligence. Moi, je crée des systèmes pour l'ensemble du truc, mais il y a toujours des exceptions à la règle. C'est à ça que servent les systèmes. Les systèmes servent à l'ordinaire, mais lorsqu'on a une obsession à la règle et que la situation s'avère bonne, alors à ce niveau-là, on fonce. Un système, c'est toujours pour traiter l'ordinaire. C'est toujours pour traiter là où il y a le plus de probabilités dans un écosystème. Toujours. Voilà. Donc ça, c'est le parcours du client à étiquette. Et ça nous permet à nous d'éviter de perdre du temps en appel avec des personnes.
Donc après, le parcours du client étiquette, ici on sait directement où se situe la personne. Il peut arriver par exemple qu'une personne était déjà dans votre écosystème et qu'elle se retrouve dans lead show. Voilà, et dans lead show, ensuite, boum, elle a réservé un appel avec un closer. Le closer cherche la personne dans le parcours du client étiquette et le closer se rend compte que la personne est dans la section lead show. À ce niveau-là, moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai déjà encouragé des closers à annuler l'appel. Ou bien j'ai encouragé le closer à ne pas s'attendre à closer cette personne, mais d'être léger dans l'appel pour l'encourager à faire plutôt un travail de setting et voir à peu près si cette personne véritablement elle peut travailler avec nous. Donc à ce niveau-là, moi je vais te demander juste de traiter les questions qu'il faut se poser pour voir si la personne peut avancer dans le parcours du client étiquette. Voilà, mais ne te mets pas la pression sur le fait que tu dois closer la personne. Il y a beaucoup un travail ici de psychologie vis-à-vis des setters et des closers. Je parle en connaissance de cause parce que j'ai dû le faire avec mes closers lorsque je faisais du photovoltaïque. Il y a beaucoup un travail d'accompagnement dans le closing, etc. Parce que, encore une fois, la question ici toujours à se poser, c'est quelle est l'humeur du closer lorsqu'il s'agira de prendre l'appel avec cette personne. Si le closer est dans une mood de je dois tout prix closer cette personne, là il va avoir tous ces triggers sur le fait qu'il ne va pas faire d'erreur. Et si il prend un appel à une personne qui est dans la case de lead show, mais il n'a pas toutes les informations, et il y aura le stress. Donc c'est là où tu dois briefer la personne pour lui dire écoute, de toute façon, la personne que tu veux prendre à l'appel est dans la case de lead show. Donc ne te prends pas la tête, on va pas te demander de closer la personne, d'accord? Tu vas même pas la closer. Si tu peux la closer, tant mieux. Si tu veux pas la closer, tant pis. Et donc là, en fait, ce que moi j'essaie de faire, c'est de dédramatiser la chose pour que la personne prend l'appel sans stresser, sans se prendre la tête, faire un travail plutôt de qualification, un travail pour cerner les perceptions psychologiques de la personne et voir si la personne peut avancer dans le pipeline pour éventuellement prendre un deuxième appel pour plus tard, tout simplement.